Aujourd'hui, vous êtes devant une photo qui s'appelle le Big Supper de Gérard Rancinan, qui montre cette malbouffe. Et en fait, le personnage central de cette photo invite, invite des gens à venir dîner pour 99 cents, c'est-à-dire vraiment très peu cher. Ils ont un dîner énorme, gargantuesque. Et lui, il mange bio et sans doute que ça coûte beaucoup plus cher. Quelle est cette société aujourd'hui? Pour moi, c'est l'illustration parfaite d'un personnage cynique qui est vécu comme un médecin parce qu'il a une tenue blanche quasiment et en même temps qui a l'allure aguichante de quelqu'un qui nous propose à manger comme on peut le proposer dans tous les endroits qu'on connaît, comme les fast-food, la junk food, etc. Et autour de lui, on a des personnages qui sont dits caricaturaux, dont on ne sait pas s'ils sont dans une situation de maladie ou dans un état simplement, qui serait peut-être l'évolution de la société. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous condamnés à devenir très gros, tant qu'on acceptera le diktat finalement de l'économie alimentaire? C'est la question qui se pose sur une image telle que celle-là. Mais alors aujourd'hui, les mauvaises nouvelles sur les scandales alimentaires sont de plus en plus fréquents. Mais enfin, on découvre ça. Alors, les peurs alimentaires ont existé de tout temps. Elles s'illustrent le mieux possible au travers de l'histoire du roi Mithridate, qui prend du poison tous les jours de telle façon à s'accoutumer au poison et à ne pas être victime du poison, ce qui a donné la mithridatisation. Et donc les gens ont appris progressivement à faire la distinction entre ce qui était poison et ce qui n'était pas poison. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a poussé le degré de la recherche sanitaire à un tel point que même ce qui n'est pas scandale devient scandale parce que la peur alimentaire, elle fonctionne. Elle va fonctionner et elle va créer un interdit sur l'aliment. Donc ça signifie qu'on n'a jamais atteint un niveau de qualité sanitaire identique à celui qu'on a aujourd'hui, mais on n'a jamais pu gommer de l'esprit des gens quelque chose qui appartient à notre espèce. Autrement dit, l'aspartame nous pose des problèmes, eh bien le raccourci, c'est l'aspartame donne le cancer. Quelle est la réalité scientifique là-dedans? Personne ne la connaît, ou plutôt seuls les hyper spécialistes la connaissent. Ils vont donner des opinions différentes sur des plateaux de télé ou de radio ou sur des blogs différents, et chacun va fabriquer une vérité. Mais cette vérité, elle servira essentiellement à alimenter la peur alimentaire. Et la peur alimentaire, elle ne nous quittera jamais. C'est pour ça que c'est un phénomène qui n'arrêtera jamais. On parle du cheval aujourd'hui, on a oublié la vache d'avant, on a oublié le poisson intoxiqué au mercure, on a oublié les œufs l'année dernière aux États-Unis avec du colibacille. Mais donc il y a une réalité. La peur, elle n'est pas juste. Ça s'appelle l'accident. Ça s'appelle l'accident. Et l'accident dans la chaîne alimentaire, il est toujours possible à n'importe quel niveau de la chaîne. Là, très récemment, on a eu affaire à une fraude. Il n'y avait pas de problème alimentaire, on a eu affaire à une fraude alimentaire. Mais la fraude alimentaire... Uniquement parce qu'on a quand même on a un peu découvert qu'en Roumanie, les abattoirs étaient peut-être un peu moins scrupuleux que ce qu'on pouvait penser. Alors certainement, les abattoirs sont moins scrupuleux. Plus on va dans des régions moins protégées, moins ça sera surveillé. Et plus on voudra abaisser le coût de la nourriture, plus on ira la chercher très très loin, ce qui est normal. Ça veut dire qu'on va chercher dans des pays sous-développés ce qu'on aurait pu avoir plus cher ici. Mais donc ce risque augmentera avec la volonté de diminuer le coût de l'alimentation. Et c'est en ça que le tableau est intéressant. C'est parce que 99 cents, c'est la démonstration de est-on possible de donner sans faire travailler les autres à pas cher ou sans les exploiter, une nourriture de qualité pour peu d'argent? Eh bien, en réalité, non. Alors, voilà, comment bien manger, du coup, comment s'en sortir là-dedans? L'exemple américain est très intéressant. Il est en train de gagner la France pour ne pas casser la chaîne de production alimentaire, et particulièrement en période de crise. On va faire tourner les usines au même niveau qu'auparavant. Au lieu de faire une réduction sur le prix, on va offrir une extra portion en plus. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Dans les supermarchés dits bas de gamme, au lieu de vendre le sachet de frites ou de chips 20 cents de moins, on va donner 20% de plus. Mais en fait, en offrant plus de nourriture, on fonctionne sur un thème très particulier qui est la stimulation externe. C'est-à-dire que plus on est stimulé par la nourriture et plus on la consommera. Donc pour manger sain aujourd'hui, ça veut dire, un, il faut faire intervenir la raison. Deuxièmement, il faut faire de la prévention auprès des enfants et créer une éducation alimentaire. Et troisièmement, il faut revenir à des valeurs plus justes. Ça veut dire qu'il faut revenir vers plus de simplicité, plus d'authenticité, plus de réalité dans notre vie, c'est-à-dire moins de paillettes et plus de réalité. Cuisiner pour bien manger, acheter bon pour avoir du bon à manger, payer le prix pour avoir une chose de qualité et ne pas essayer d'avoir une chose de qualité à pas cher. Alors, bien sûr, dans une société qui est politiquement correcte
et qui prétend qu'on doit tout offrir à tout le monde, il faut dire aux gens qu'on ne peut pas donner à manger du caviar à toute la population de la même façon. Sans parler de caviar, juste parlons de viande et de poisson. Est-ce que donc il faut en manger moins, c'est tout? Il faut clairement... Mieux, mais moins. Alors il faut réinventer la nourriture, c'est le grand propos que je tiens à l'heure actuelle, à réinventer la nourriture. Alors, ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a des codes alimentaires qu'il faut changer. On n'est peut-être pas obligé de manger des protéines à chaque repas, on n'est peut-être pas obligé de manger bio, mais on peut manger raisonné. Donc il faut réinventer la nourriture. Il y a des nouveaux codes à retrouver, et ces nouveaux codes, soit on va le faire spontanément, soit on va être obligé de le faire, parce que de toute façon la production mondiale alimentaire n'arrivera pas à suffire à nourrir le monde entier dans 20 ans. Donc il va bien falloir changer les choses. Donc manger moins, manger de meilleure qualité, manger plus à proximité de chez soi, essayer d'être plus sain dans la production des produits, limiter les productions de masse et savoir qu'il y a des périodes pour manger chaque chose et qu'il faut varier les aliments. Et là, on redeviendra des omnivores. Et le jour où on redevient des omnivores, on participera à la protection de l'environnement. Finalement, on est au cœur de la protection de l'environnement. Donc le bio, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que d'abord le bio, il y a toutes les étiquettes bio, on s'y perd. Les labels, il y en a en Europe, il y en a plusieurs. Le bio devient aussi du marketing. Le bio est cher. Est-ce que le bio est vraiment un gage de bien manger, ou est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi autrement des produits qui ont du goût? Parce que le problème, il est là aussi. Trouver des produits qui ont du goût. Je vais vous choquer une deuxième fois, comme j'ai choqué nos parlementaires. Quand on me demande ce que c'est que le bio, je réponds un peu vulgairement, c'est une connerie utile. C'est une connerie parce que très peu de choses sont bio aujourd'hui, à cause des importations massives, à cause du transport des aliments, parce que ce qui est réellement bio serait difficile à produire puisqu'on aurait une production trop peu suffisante pour nourrir les gens. Donc le bio, c'est quelque chose de difficile à avoir. Mais le bio, pour un paysan de la campagne, c'est simplement le potager qu'il avait à côté de chez lui. En quoi c'est utile? C'est parce que le bio a réveillé les consciences. Ça veut dire qu'il a, en mettant une partie de la population en dehors du champ de la production industrielle, il a réveillé la conscience des gens sur qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous mangez bon, est-ce que vous mangez sain. Et là, le bio a été très utile. C'est une espèce de contre-pouvoir à l'industrie alimentaire. Et là, il nous a rendu grandement service. Aujourd'hui, manger bio, c'est surtout manger raisonné. Ça veut dire arrêter de croire que, je dis des évidences, que les tomates, ça se mange à toutes les périodes de l'année. Arrêter de croire que les cerises, c'est normal d'en avoir en décembre. C'est des choses comme ça. C'est savoir que c'est une façon de vivre, quoi. C'est vivre mieux. Ça veut dire c'est savoir que le printemps arrive parce que c'est la période où les camélias vont éclore, parce que c'est la période où on va commencer à avoir des bourgeons sur les arbres fruitiers. Voilà, c'est vivre avec son temps, c'est s'incorporer au temps. Donc le bio a été très utile. Et pourtant, je n'achèterai pas du bio parce qu'il a été démontré scientifiquement qu'il n'y avait pas plus de valeur nutritionnelle dans les produits bio que dans les produits non bio, sauf quelques exceptions. Et que quand je pèle et que je lave des fruits et des légumes, j'élimine quasiment à 98% toute infestation de pesticides ou d'engrais quelconques. Le problème aussi, c'est que les aliments ayant perdu leur saveur, on rajoute des additifs. Alors on est là à décrypter des étiquettes où on n'y comprend plus rien. On peut pas, le consommateur n'a pas le temps, quand il va faire ses courses, honnêtement, d'aller analyser toutes les étiquettes. Je reprends l'exemple de la tomate. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour la tomate? Au début, on fait de la tomate et puis des producteurs hollandais découvrent qu'on peut faire des tomates beaucoup plus grosses. Il suffit de les mettre sous serre, de les arroser plus, de les ensoleiller. Et puis, on découvre que si on rajoute des engrais, on aura des tomates encore plus grosses. Et donc, on a triplé ou quadruplé la production de tomates. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit finalement, maintenant qu'on a fait ça, on est arrivé au maximum. Ce qu'il faut, c'est changer le plan de tomate. Donc on va dénaturer le plant de tomate, mais mon souci à ce moment-là n'est plus de préserver le goût de la tomate, qui doit être sucré, qui contient des pigments, qui contient du lycopène. Ça va être de produire plus de tomates, plus grosses, moins chères pour le consommateur. Et je suis passé d'une tomate qui était un concentré de sucre et de pigments, c'est-à-dire avec des saveurs, à un produit qui est aqueux, qui est composé à 96% de flotte, qui a une allure de tomate, mais qui n'est plus du tout une tomate. Donc le consommateur, lui, doit être sélectif, ça veut dire qu'il doit savoir, il doit rechercher la valeur organoleptique de l'aliment, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne de la satisfaction. Et c'est là où je parle de performance et de ralentissement de la société. Ça veut dire que la valeur de l'aliment, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est de manger une petite tomate qui a beaucoup de goût ou une grosse tomate qui n'a pas beaucoup de goût? Qu'est-ce qui a mieux nourri mon corps et mon cerveau?
Et c'est là où on fait rentrer le monde de l'imaginaire dans la nutrition. Et la nutrition, c'est pas seulement nourrir son estomac, mettre des glucides, des lipides, etc., des protéines, c'est aussi des fantasmes, c'est de l'imagination, c'est du retour en arrière, c'est du plaisir. Et peut-être que le maître mot de ce que je raconte dans les pays étrangers où je passe, et là où on vend la France, c'est quand on dit que nous, en France, on aime aimer la nourriture. On a du plaisir à la consommer. Ce qui a fait notre différence par rapport aux autres pays, c'est que la nourriture a été dans notre culture. Elle faisait partie de la culture, elle était l'art culinaire français. Ce n'était pas la cuisine américaine, ce n'est pas la cuisine indienne, c'est l'art culinaire français. Et là, la cuisine devient un art, la nourriture devient un art parce qu'il y a des exaltations de saveurs, il y a des émotions, il y a des sensations, il y a de la perception. Et on se souvient à chaque fois des grands moments de nourriture au travers des événements qu'on a célébrés. Et quand au supermarché vous vend une bûche de Noël dans un emballage pourri, avec une bûche qui a l'air de bûche, mais qui n'est pas une bûche, qui a été fabriquée avec des graisses végétales, de la poudre de lait écrémée, 18 additifs pour conserver, émollir, épaissir, etc., elle vous a vendu une illusion. Et bien l'illusion, elle va passer dans le cerveau comme une illusion, et elle n'a pas nourri ni le cerveau ni le corps. Ouais, et la conséquence de ça, c'est que peut-être qu'un jour, on en viendra à manger des médicaments. Peut-être qu'un jour, je reprends l'exemple du célèbre film Soleil Vert, le jour où il n'y aura plus à manger sur la Terre, on recyclera les cadavres. Pourquoi? Parce qu'un corps humain, c'est fait de protéines, de glucides et de lipides, et on arrivera à faire des barres pour nourrir les êtres humains. Ça s'appelait Soleil Vert, c'était un des plus beaux films qui a été fait. Donc vous avez deux films caricaturaux, vous avez Le Festin de Babette et vous avez Soleil Vert. Et ces deux films illustrent très bien ce qu'est devenu la nourriture aujourd'hui. Et vous y croyez, vous, un jour, aux aliments par les médicaments, Oui. Je pense que ce qui va se passer, c'est que le monde va se partager en deux parties. Une première partie où on aura les naturalistes qui voudront manger l'œuf qui sort du cul de la poule, et une autre partie, l'homme robot, qui voudra une boîte qui sera faite avec suffisamment de magnésium, de vitamine C, de fer, de vitamine D, dans un liquide rapide à absorber et dans une boîte métallique pour lui donner l'illusion qu'il peut se nourrir et que de se nourrir n'est qu'un acte biologique. Et entre ces deux catégories, il faut essayer de trouver la voie moyenne, celle où est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est vraiment le maître mot de la nutrition. Et il y a quand même aussi une chose, c'est que finalement, ça je crois que vous le dites, c'est aux consommateurs de mettre la pression sur l'industrie agroalimentaire pour retrouver, se réapproprier son alimentation. Mais il y a quand même aussi là une négation du gouvernement qui a un rôle à jouer et qui n'est pas assez présent dans ses actions. Les différents gouvernants ont toujours été hypocrites à ce sujet parce que la vieille recette fonctionne encore. Dès que vous menacez de jeter un interdit sur l'alimentation ou dès que vous menacez d'augmenter l'information du consommateur, quelqu'un va arriver en disant « vous allez menacer mon niveau de vente » et si vous menacez mon niveau de vente, vous allez avoir du chômage. Et donc l'homme politique va avoir de la peine parce qu'il va mesurer quel est son intérêt entre créer du chômage et améliorer la santé du consommateur. Donc c'est seulement le consommateur qui détient les clés de l'amélioration de la nourriture quand il va décider de prohiber ou de stigmatiser des aliments. Reprenez l'exemple des barres de chocolat sur lesquelles j'avais fait beaucoup jaser. Quand j'ai annoncé que les barres de chocolat étaient aussi grasses que du foie gras et que je m'interrogeais pour savoir si les parents donneraient du foie gras à 4 heures à leurs enfants, les gens ont arrêté d'acheter des barres de chocolat. Quand j'ai discuté avec les industriels qui le faisaient, ils m'ont demandé de modérer mes propos parce qu'ils m'ont expliqué que si jamais ils mettaient moins de graisse dans leurs barres, les gens en achèteraient moins et qu'en achetant moins, eh ben, je les empêcherais de faire de l'innovation et je les empêcherais d'employer des gens. Donc ils ont joué sur une espèce de menace à l'économie générale. Et c'est pour ça que peut-être que le terme d'économie verte, qui ne m'a pas parlé pendant des années, est en train de me parler, parce que peut-être que ces mêmes gens qui fabriquaient des barres chocolatées, ils pourraient aller donner des cours dans les écoles, faire autre chose, donner des cours de cuisine, cuisiner pour les autres. Donc, mais c'est la vieille recette qui marche toujours. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un engrenage de surproduction dans lequel nous sommes tous. Et puis aussi, il y a une restauration un peu culturelle, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va aimer certains goûts. On en parle beaucoup autour du vin avec l'œnologue Parker, qui aurait, par des conseils autour du vin boisé, changé un peu le goût des Américains sur le vin. On sait aussi qu'aux États-Unis, un yaourt n'a pas le même goût qu'un yaourt français, ou la viande n'a pas le même goût non plus. Est-ce qu'il y a là des conseillers qui orientent un peu les goûts des cultures de certains pays? Non. Aux États-Unis, on a exclusivement la culture de l'argent.
Ça veut dire qu'on vendra le yaourt qui se vend le mieux, quel que soit son goût. On vendra le vin qui se vend le mieux, qui nous fera faire le plus de profit. Les Américains sont en train de réussir un tour de passe-passe extraordinaire. Au lieu de parler Chablis, Sancerre, tout Bourgogne blanc, etc., ils parlent Chardonnay ou bien Cabernet Sauvignon, etc. Ils ont éliminé la notion de territoire, de régionalisation. Ça veut dire que la culture, la tradition, l'éducation, le patrimoine de la culture qu'on avait sur l'alimentation, ils l'ont fait disparaître au profit de quelque chose de biologique et d'économique. Donc c'est un excellent exemple sur le vin. Ça veut dire que les Américains commandent ou du Cabernet, ou du Cabernet Sauvignon, ou du Chardonnay, ils s'en foutent d'où ça vient. Mais pour fabriquer du vin, il y a une histoire dans le vin, il y a un savoir-faire qui a été un héritage. On n'a pas inventé la crème chantilly il y a 50 ans. Eux, leur pays date d'il y a 200 ans, pas plus. Donc on n'a pas inventé la crème chantilly il y a 200 ans, mais il y a plus longtemps que ça. On a appris à faire du bœuf maringot, mais il a fallu du temps pour peaufiner la recette. On n'est pas arrivé aux produits, aux recettes qu'on connaît comme ça par hasard. Donc eux veulent éliminer cette histoire. On fait de la culture biologique qui plaît et qui donne une satisfaction immédiate. Et là, on est dans la culture de la performance et de l'argent. Et nous, on n'est pas très intelligent parce que le monde américain nous a envahis grâce aux hamburgers et à Mickey. Et nous, on a une richesse incroyable, comme un musée, une richesse de l'art culinaire français et du savoir-manger français, sain aussi également, et on n'est pas capable de l'expatrier parce qu'on se fait étouffer par le marketing de eux et des autres de l'autre côté. Alors, tout ceci implique aussi du temps, et le moderne n'a pas beaucoup de temps. C'est aussi la problématique du moderne. Et c'est la question que vous devez vous poser. C'est est-ce que vous faites une photo en 2 minutes Oui, il y a beaucoup de photographes. Mais le vrai talent, ça consiste à faire quelque chose que personne ne sait faire, et donc ça va demander du temps. Et la notion du temps, elle est intervenue à plusieurs reprises dans notre discours. Le temps qu'il faut pour fabriquer une bonne tomate, le temps qu'il faut pour faire de la bonne cuisine, le temps qu'il faut pour apprécier les choses. Et le temps, c'est ce qui nous est le plus compté. Donc autant le distribuer intelligemment. Vers quoi vous voulez le distribuer? Vers votre plaisir, vers vous-même, ou vous voulez l'offrir aux autres? Le temps, c'est ce que les riches achètent aux pauvres. Les riches achètent le temps des pauvres, ils les font travailler pour eux. Les industriels font travailler les ouvriers, ils les payent, ils achètent le temps de vie des gens. Donc ce temps de vie, c'est une réflexion philosophique, elle est contenue dans la nourriture aussi. Merci beaucoup, Jean-Michel. Oui, oui. Intérêt à la réussir pour pas qu'on se marre. Et tu sais, Jean-Claude, ce qu'il y a là-dessus, Jean-Claude, ce qu'il y a là-dessus, qui est de côté à lui, quand tu vas chez lui et qu'il écoute un disque, il a un tourne-disque qui doit dater de son grand-père. C'est la qualité est nulle, quoi.